Et nous sommes tout de suite avec le professeur Jean-François Delfraissy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du conseil scientifique. On va avoir du temps ensemble pour essayer de mieux comprendre quel est votre avis sur la maladie aujourd'hui, l'état des connaissances du virus et puis bien sûr les décisions qui seront prises pour essayer de vivre avec ce virus, si on doit le vivre, avec cette question et la perspective du 11 mai, bien sûr, et la perspective à plus court terme de la prise de parole d'Édouard Philippe cet après-midi à 17h30. Jean-François Delfraissy, cette date du 11 mai, est-ce qu'on sera prêt ? Nous n'avons malheureusement pas de son, professeur. J'imagine qu'on vous entendra mieux dans un instant. Évidemment, les conditions non seulement du direct, mais du confinement rendent les choses toujours plus difficiles et vous n'avez pas pu être en plateau. Je vous repose ma question en espérant que j'entendrai votre réponse. Est-ce qu'on sera prêt le 11 mai ? Écoutez, il faut qu'on soit prêt. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de prérequis sur lesquels on pourra revenir, de préparation, de nombre de tests à utiliser, de plateformes pour repérer les personnes qui seront découvertes positives et qui sont des prérequis absolument indispensables pour qu'on sorte du confinement. La date du 11 mai était-elle le choix du conseil scientifique ? Vous pouvez répéter la question, il y a un problème de son. Ouais. La date du 11 mai était-elle le choix du conseil scientifique ? Écoutez, oui, dans le sens que nous avions lors de nos avis précédents, qui sont publics, je vous le rappelle, on avait dit qu'il fallait plusieurs semaines et qui arrivaient à peu près à la mi-mai, avec une réserve néanmoins, ce que vous m'avez indiqué avant, c'est-à-dire il y a un certain nombre de prérequis, de préparations sur lesquels nous avons les 3 semaines là, qui viennent pour pouvoir décider de la sortie. Plusieurs questions évidemment sur la façon dont cette sortie sera organisée. Il y a eu cette question autour des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées qui parfois ont pu se sentir visées, voire blessées par cette question d'éventuellement les confiner plus longtemps que le reste de la population. Depuis, vous avez modéré votre propos. Vous avez précisé que la décision sera individuelle et non pas sous contrainte. Est-ce que sur le plan sanitaire, vous auriez aimé une façon plus contraignante de protéger les personnes vulnérables ? Non, pas réellement. Je pense que mes propos initiaux ont été mal compris, je vais donc les répéter. Du point de vue sanitaire, nous avons voulu bien indiquer qu'à la sortie du confinement, un certain nombre de personnes qui sont à risque, parce qu'elles ont des polypathologies, parce qu'elles ont un certain âge, elles sont à risque de développer une forme grave. Et ceci va demeurer à la sortie du confinement. Donc il est essentiel de les informer qu'elles sont plus à risque pour elles-mêmes de développer une forme grave. Est-ce qu'il ne faudrait Ensuite, pas les protéger contre leur gré ? La recommandation est de leur dire essayez de maintenir une certaine forme de confinement. Mais c'est une décision individuelle, évidemment. Parce que l'essentiel, finalement, c'est d'arriver à avoir une acceptabilité de la société par rapport à des mesures contraignantes qui ne doivent pas être contraignantes maintenant, qui ont été contraignantes au moment du confinement, mais qui maintenant doivent s'ouvrir. Donc je répète, on est bien dans un phénomène de responsabilité individuelle. Pour gagner la confiance, il faut faire confiance. Et je pense que c'est un des thèmes majeurs de cette sortie du confinement, sur l'ensemble des décisions qui vont être prises à des niveaux divers, mais dont celle-là, eh bien, il faut faire confiance en expliquant à nos concitoyens. Dans ce contexte, quel rôle imaginez-vous pour les médecins traitants ? Les médecins traitants vont être importants. Peut-être revenons à ce que va être cette sortie de confinement au niveau, je dirais, médical et virologique. Le confinement a permis de réduire, et vous l'avez bien indiqué, le nombre de personnes qui sont admises dans les services de réanimation. Et que finalement, l'ensemble de nos soins a permis de tenir le choc vis-à-vis de ce point. Mais le virus va continuer à tourner à la sortie du confinement. On a réduit la vitesse de circulation du virus. Avec un indice qu'on appelle le R0, il était autour de 3,4
début mars, lorsqu'on est rentré en confinement. Il est, d'après nos estimations, autour de 1 maintenant, et il devrait être autour de 0,6 à la sortie du confinement. Donc ça indique qu'il y a bien une baisse importante de la circulation du virus, mais que le virus continue à circuler. Il va y avoir de nouveaux cas chaque jour à la sortie du confinement. Et tout l'enjeu, eh bien, c'est de repérer ces nouveaux cas et d'avoir une stratégie proche, pas identique, mais proche de ce qui a été réalisé en Corée. Et parmi ces stratégies, il y a bien sûr le dépistage massif, avec une utilisation massive des tests de RT-PCR pour faire le diagnostic au moindre symptôme, à la moindre inquiétude de quelqu'un qui pense avoir été en contact. Donc on a une très large utilisation. Et après, il faut bien sûr repérer ces patients, leur proposer, on verra ensuite, de les isoler. Et là, la médecine de ville et l'ensemble du système de soins doit être très présente, parce qu'il nous faut ce que j'appelle, avec un mauvais terme, mais une sorte de brigade qui permette de repérer ces patients, de les interroger, de voir quel est leur contexte familial et de prendre une décision s'il faut les isoler ou si on peut les laisser éventuellement dans un contexte familial si cela est possible. Donc la médecine de ville et les soins de proximité vont avoir et doivent avoir à ce moment-là un rôle essentiel. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous dites, forcément, quand le confinement va s'arrêter, le virus va à nouveau circuler, est-ce que vous avez quand même une pointe d'inquiétude sur la suite, sur ce qu'on appelle les secondes vagues qu'on a vu apparaître dans certains pays? Est-ce que c'est une source d'inquiétude tout de même pour vous? Alors, vous avez bien compris que les scientifiques, et les médecins, on doit être modestes vis-à-vis de ce virus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore. Pourquoi telle région est plus touchée qu'une autre, pourquoi tel pays. Globalement, les très grandes métropoles sont très touchées, mais pas toutes. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Alors, on sait que dans les grandes épidémies, si on regarde ce qui s'est passé au cours du dernier siècle, beaucoup de ces épidémies se sont réduites à l'occasion de l'été. Pour des raisons peut-être de chaleur, pour des raisons peut-être d'humidité, mais il y a une baisse importante, en particulier dans les épidémies de grippale. Et puis, elles sont reparties à l'automne, avec des bouffées plus ou moins importantes, mais elles sont reparties. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on sait également, sur quelque chose de plus récent, avec un autre coronavirus qui était le MERS, qui est survenu, vous le souvenez, en Arabie Saoudite, qui avait fait beaucoup moins, évidemment, d'amplitude de population que ce que nous avons maintenant, eh bien, il y a eu 2 ou 3 poussées de MERS, et puis finalement, il s'est arrêté. Alors même qu'on avait une immunité de la population qui n'était pas aussi grande qu'on l'espérait là aussi. Et puis, il s'est arrêté. Donc, vous voyez, beaucoup d'inconnus. Alors, est-ce que j'ai des inquiétudes? Oui, j'ai des inquiétudes. C'est-à-dire que la sortie du confinement, clairement, ça ne doit pas passer du noir au blanc. Et je crois qu'il faut que l'ensemble de nos concitoyens le comprennent bien. Mais je pense d'ailleurs qu'ils l'ont compris. C'est quelque chose qui va être transitoire, progressif. Et donc, il va falloir regarder et se donner les éléments, à la fois pour repérer les personnes atteintes, mais aussi se donner un certain nombre de marqueurs qui vont permettre que si on voit qu'il y a une trop grande reprise, eh bien, on puisse resserrer un tout petit peu les stratégies de confinement. Vous avez précisé les objectifs du confinement. Le premier, c'était bien sûr d'éviter la saturation de notre système de santé. Et sur ce point-là, grâce aux transferts, grâce au renfort de personnel venu d'autres régions moins touchées, ça a plutôt tenu, puisqu'on est au 10e jour de solde négatif, notamment de patients admis en réanimation. Mais l'autre objectif, c'était aussi d'éviter les nouvelles contaminations. Sur ce point, le deuxième objectif a-t-il été atteint? Puisque hier encore, nous avions 1565 nouveaux patients hospitalisés hier, et 206 nouveaux admis en réanimation sur les dernières 24 heures. Oui, je pense qu'il a été atteint. C'est ce que je vous indiquais, peut-être de façon un peu complexe, avec cette notion de R0. C'est-à-dire que nous avons à la fois ce qui se passe dans la vie en vrai, c'est-à-dire le nombre de personnes qui rentrent en réanimation, et pour être rentré en réanimation, il faut avoir été infecté. Donc on peut faire un calcul à partir du nombre de personnes entrées en réanimation pour avoir une idée des personnes qui ont été contaminées dans les 8 ou 10 jours préalables. Ça, c'est une première forme de calcul. Et puis, on a des modèles, et c'est ces fameux modèles sur lesquels on s'est appuyé initialement, d'ailleurs, début mars, pour pousser le politique, finalement, à prendre une décision
autour du confinement, parce que ces modèles nous montraient que nous étions avec une vitesse de circulation du virus qui était considérable. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le chiffre de 3,4. Et là, nos modèles nous disent qu'on est à peu près autour de 1, voire même inférieur à 1, et surtout nous prédisent que début mai et mi-mai, on sera autour de 0,6. Et donc là, on est avec un nombre de cas en France qui va être de l'ordre de quelques milliers de nouveaux cas par jour. Mais vous voyez qu'il y aura donc une persistance de l'infection virale qui continuera à tourner, variable selon les régions, plus importante dans les régions qui ont déjà été touchées, moins importante dans le sud-ouest de la France, par exemple, mais qui continuera à tourner. Et c'est donc l'objectif, c'est bien de vérifier que non seulement le nombre de cas ne va pas augmenter quand on va sortir du déconfinement, mais de savoir repérer ces nouveaux cas, quelques milliers par jour, qui vont survenir à cette période. Il y aura cette question des tests, on va y revenir dans un instant, mais vous disiez au fond, ce virus, il va rester, il va falloir peut-être même s'habituer à vivre avec d'une certaine manière. Est-ce que vous imaginez pour la suite qu'il faudra peut-être changer de façon de vivre? Est-ce qu'il va falloir cesser de s'embrasser pour se dire bonjour? Est-ce qu'il va falloir cesser de se retrouver pour dîner, d'inviter des amis chez soi, de se réunir pour les mariages, pour les anniversaires, pour les baptêmes? Est-ce que pendant quelques temps encore, il va falloir renoncer à tout cela et peut-être même pendant des temps assez longs jusqu'à ce qu'un vaccin apparaisse? Écoutez, je pense qu'on a tous conscience qu'il y aura avant le Covid et après le Covid. Et qu'il y a une vision de la société et de notre vie en société qui va changer. Alors, là, je vous parle pour les 2 mois qui vont sortir le confinement. Je comprends que les Français souhaitent savoir ce qui nous attend plus loin. Bien là, pour l'instant, je vous réponds pour les 2 mois qui viennent. C'est-à-dire, réussissons cette sortie de confinement. Le confinement, je le comprends parfaitement, y compris pour moi-même, est quelque chose de parfaitement antinaturel. On ne peut pas rester fondamentalement des mois et des mois dans le confinement. Une vision sanitaire qui pousserait à dire on ne reste que dans le confinement ne correspond pas à une vision sociétale. Donc il faut voir vraiment les choses en face. Donc on sort du confinement avec prudence, avec 2 pas en avant, 1 pas en arrière, un peu d'expérimental en regardant ce qui se fait aussi dans les autres pays avec des critères de surveillance très stricts. Et clairement, pendant les 2 mois qui viennent, ce que vous évoquez, oui, je crois que c'est à éviter. C'est évident que je sais que c'est très difficile, mais les grandes réunions familiales, les mariages, les anniversaires, etc., doivent être évités dans les 2 mois qui viennent. Hein, c'est malheureusement une réalité. Hein. Bon, en tout cas, d'y faire très attention et de les limiter en nombre. Après, sur la période après 2 mois, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer. Ça va dépendre de ce qu'on va observer dans la circulation du virus. Et puis voilà, je suis quand même un médecin, je suis un chercheur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en œuvre. On aura peut-être une molécule, un médicament, un candidat médicament qui, à défaut de traiter, permettrait peut-être de prévenir et d'avoir une action préventive, en particulier chez les populations les plus fragiles. Je ne dis pas qu'on l'a, mais disons qu'on peut quand même l'envisager sur une perspective de quelques mois. Le vaccin, par contre, c'est beaucoup plus tardif. En attendant ce traitement, il y a une question qui intéresse des milliers de Français qui concerne la reprise, le retour à l'école. Quelles sont vos préconisations pour assurer une reprise dans de bonnes conditions? Qui d'abord? Comment? Dans quelles conditions pratiques? Est-ce qu'il faut par exemple maintenir la cantine, les activités sportives? Comment vous voyez cela après le 11 mai? Écoutez, je vais vous répondre que partiellement parce que d'abord c'est en train de se construire et vous imaginez que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que les enfants ne font pas de forme grave. C'est une bonne nouvelle, mais qui est bien confirmée. Les enfants ne font pas de forme grave. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on sait sur le virus et les enfants? On sait que le virus existe chez ces enfants, mais probablement en plus petite quantité que chez l'adulte, lorsqu'ils sont infectés. Ils sont porteurs du virus, un peu au niveau nasopharyngé, un peu dans les selles, mais avec des quantités qui sont moins importantes. Enfin, on sait que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de grands foyers partis à partir des écoles, sauf l'école de l'Oise, qui avait été à l'origine d'un foyer, mais où l'entrée du virus s'était faite par quelqu'un d'extérieur.
Alors tout ceci montre qu'au niveau sanitaire strict, eh bien, on a plutôt un signal de dire attention, les écoles, c'est quand même un endroit où les petits-enfants ne vont pas prendre des mesures de distanciation. Donc, un message un peu d'attention à la reprise. Et de l'autre côté, si on quitte la vision strictement sanitaire, mais qu'on a une vision plus globale, il y a un certain nombre d'enfants pour qui l'école de la République est un élément essentiel de se retrouver. Est-ce qu'on va pouvoir aussi maintenir les enfants et nos chers bambins ou mes petits-enfants par exemple indéfiniment en confinement? La réponse est non. Donc il faut bien commencer à ouvrir. Il n'y a pas de risque pour eux-mêmes. Ils ont un risque de transmission possible, à la fois en classe, possible, mais non certaine, et possiblement également quand ils rentrent dans leur famille. Donc tout ça, évidemment, doit être très programmé. Le gouvernement a pris la décision d'une réouverture des écoles, donc en jouant une carte globale, finalement. Et évidemment, il faut que ça soit très entouré. Je ne rentrerai pas dans les détails de comment le faire, parce que vous imaginez que c'est là-dessus que nous travaillons et que travaille évidemment l'ensemble des équipes pour s'assurer qu'il y aura l'ensemble des moyens dans les écoles, qu'on fera probablement des écoles, des classes à niveau réduit, qu'on fera des classes en démarrant probablement par des catégories d'âge, et qu'évidemment, il faudra que ces écoles soient très surveillées au niveau virologique, avec une possibilité de test très facile, à la fois pour les enfants des écoles et des collèges, bien sûr, et puis, évidemment, les professeurs, mais aussi les personnels administratifs. Donc voilà, il y a une série de questions multiples qui sont sur la table. Simplement, si on comprend bien ce que vous dites, ça veut dire que le 11 mai, l'ensemble des écoles ne rouvrent pas. Ça sera effectivement progressif et sans que vous puissiez, à ce stade, rentrer dans les détails sur la cantine, sur les classes de sport, comme on vous le demandait à l'instant. Au minimum, ce qui est sûr à ce stade, c'est que ça n'est pas une rouverture de l'ensemble des écoles le 11 mai. Très probablement. On peut imaginer qu'il y ait un choix, par exemple, de démarrer par les plus petits, au contraire par les plus grands, qui eux peuvent être accessibles à des mesures de distanciation sociale plus faciles. Et il va y avoir en effet, ça va être progressif et peut-être un peu expérimental. C'est-à-dire, regardons ce qui se passe dans une école, voyons comment ça se passe, et ensuite on élargit progressivement sur d'autres écoles. Avancez avec modestie, comme vous dites. Jean-François Delfraissy, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant pour la poursuite de cet entretien. À tout de suite. La santé est un bien précieux. Pour la préserver, il faut s'informer. C'est l'une de nos missions pendant cette crise, vous donner un maximum de conseils. Chaque jour, nous recevons et nous interrogeons les plus grands spécialistes, professeurs de médecine, généralistes, urgentistes. Ils répondent à nos questions pour mieux vous accompagner dans cette crise. Ce que vous avez le droit de faire, à quoi ressemblent les premiers symptômes par exemple, ou encore comment se protéger. BFM TV est plus que jamais à vos côtés. Aujourd'hui, malgré les circonstances exceptionnelles, BFM TV produit en direct tous ces journaux d'information et réunit les meilleurs spécialistes pour mieux vous informer. BFM Business a un nouveau rendez-vous pour vous aider à gérer la crise. Chef d'entreprise, salarié, indépendant ou entrepreneur, posez vos questions sur bfmbusiness.com. BFM Business vous répond tous les jours à 40 de chaque heure avec les meilleurs spécialistes. BFM Business, la France a tout pour repartir. Les appels vidéo, c'est toujours un peu frustrant. Mais avec Portal, on a beaucoup plus de liberté. Mes enfants et leurs grands-parents peuvent se créer des souvenirs ensemble, malgré la distance. Et ça, c'est vraiment important pour nous. La technologie ne pourra jamais remplacer la présence de ceux que vous aimez. Mais nos équipes seront toujours là pour vous rapprocher. Chez Orange, plus que jamais, nous faisons tout pour vous proposer le meilleur des réseaux.
vous rapprocher de l'essentiel. Orange. On ne devient pas forcément quelqu'un en respectant les schémas établis. On le devient quand on est libre. Libre d'apprendre quand on veut, où on veut. Libre de se former grâce à des technologies de pointe et un accompagnement personnalisé. On devient quelqu'un quand on est libre de le devenir et que l'on peut compter sur une école d'excellence. ENACO, première école de commerce à distance de France. Vous êtes hospitalier, vous êtes militaire, vous êtes malade ou blessé et sans mutuelle, nous prenons en charge vos frais de santé. Vous, comme tous les bien-portants, vous pouvez vous considérer comme protégé. Votre mutuelle de référence peut, si vous le souhaitez, vous protéger en santé comme en prévoyance, du début du confinement jusqu'à l'été, gratuitement. Vous êtes en première ligne pour nous, nous voulons être là pour vous. Protection première ligne avec les mutuelles MNH et Uneo. Pour en savoir plus, covidpremiereligne.fr. Et on poursuit ce grand entretien avec le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Margot. Lundi, Emmanuel Macron a estimé que l'État devrait permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Est-ce que déjà vous partagez cet avis et de quel type de masque parle-t-on? Est-ce qu'un bandana, par exemple, de manière très concrète, peut suffire? Écoutez, sur le problème des masques, c'est un sujet qui a fait l'objet de controverses et nous arrivons donc avec maintenant une vision qui doit être beaucoup plus sereine, me semble-t-il. Je pense en effet que, à la sortie du confinement, à la fois pour des raisons sanitaires et pour des raisons également sociétales, l'ensemble des Français qui souhaitent avoir accès à un masque doit pouvoir l'avoir. Et il faut se donner les moyens que chaque Français puisse l'avoir lorsqu'il le souhaite. Après avoir dit cela, les choses évidemment sont plus nuancées. Et sur l'utilisation des masques, je dirais, de type familiaux ou de construction de ce type, bien, ces masques ont pour objectif essentiel de protéger les autres. Vous savez qu'il y a des formes de Covid qui sont asymptomatiques, où les gens sont infectés, mais ils ne savent pas qu'ils sont infectés. Et pendant cette période-là, ils peuvent, par leur expectoration, contaminer les autres sans le savoir. Donc le port d'un masque durant cette période permet aux personnes qui sont infectées mais ne le sachant pas, permet d'éviter d'aller contaminer les autres. À l'inverse, de l'autre côté, est-ce qu'un masque protège contre l'infection? Là, les choses sont beaucoup plus nuancées. Bien sûr, certains types de masques, les masques de type SSP2 qui sont utilisés par les équipes médicales, protègent. Ça, c'est très clair. Les autres masques ont un niveau de protection qui est probablement plus faible. Et donc, l'enjeu est de pouvoir les utiliser. Bien sûr, il est faible, mais il n'est pas nul. Donc, s'il n'est pas nul, profitons-en. Hein, et c'est assez logique de pouvoir les avoir. Mais attention, l'utilisation des masques de ce type ne doit pas faire oublier les mesures de distanciation sociale et de prévention. Je dirais très simplement, pour parler à tout le monde, ce n'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. C'est les masques plus les mesures de distanciation sociale. Là, au moins, c'est très clair. Vous avez évoqué en préambule la controverse autour de cette question des masques. Est-ce que vous avez compris la communication du gouvernement, sachant qu'au départ, on nous a dit ça ne sert à rien, puis c'est une denrée rare, une ressource précieuse qu'il faut réserver aux soignants, et enfin, il en faudra pour tout le monde. Pourquoi avoir en quelque sorte manqué de franchise et maquiller en stratégie une gestion de pénurie? Écoutez, moi, vous le savez, je ne suis pas du tout un politique, je suis un médecin. Et avec le Conseil scientifique, nous sommes là pour éclairer les décisions gouvernementales. Les décisions gouvernementales sont des décisions gouvernementales. La seule chose que je peux indiquer, c'est que nous avions toujours indiqué au niveau du Conseil scientifique qu'avec les masques que nous avions à l'époque, les masques de type SSP2, ceux-là devaient être réservés en priorité
aux équipes soignantes, et c'est encore le cas maintenant. Il faut que les masques de type haute protection SSP2 soient réservés aux équipes soignantes. Mais si on en avait en très grand nombre, vous auriez sans doute dit qu'il fallait en distribuer au plus grand nombre. Je ne pense pas, parce que les masques SSP2 ne sont pas si simples. Je ne sais pas si vous-même vous avez essayé de les mettre en place. C'est quelque chose, c'est une procédure qui n'est pas si simple, et en particulier quand on les retire. Donc attention sur l'utilisation de masques de ce type, qui sont des masques pour les professionnels, entre guillemets, qui sont nécessaires pour les professionnels, qui ne sont pas nécessaires pour l'ensemble de nos concitoyens. Il n'y a d'ailleurs pas de pays qui l'a mis en place pour l'ensemble de ses concitoyens. Et attention quand on retire ce type de masque, parce qu'on peut, avec les doigts finalement, perdre tout le bénéfice qu'on a mis à mettre ce type de masque. Et c'est d'ailleurs, je dirais, cette éducation sur la mise en place et le retrait des masques, qu'il s'agit d'ailleurs des SSP2, mais aussi des autres, elle m'apparaît essentielle. Il va falloir que dans les médias, il y ait des choses très précises sur comment on met un masque et on le retire, pour ne pas perdre le bénéfice de la mise du masque. Le message est passé, vous pouvez compter sur nous. Jean-François Delfrécy, vous parliez à l'instant de la question, outre des masques, la question des tests. Vous disiez, il faudra tester tous ceux qui ont un soupçon. C'est en effet également ce qu'a dit Emmanuel Macron lundi, qui a promis un dépistage des personnes symptomatiques et des personnes fragiles ou exposées. Je voudrais vous interroger sur un cas d'école qui est le Charles de Gaulle, ce porte-avions qui nous donne une précision finalement quasi scientifique d'un espace clos, d'un nombre donné, en l'occurrence d'hommes plutôt en bonne santé, de 20 à 40 ans. Ils étaient 1760 marins. Ils sont 1046 à avoir été testés positifs, dont la moitié ne présentaient pas de symptômes et ne soupçonnaient pas qu'ils étaient porteurs de la maladie. Est-ce que, en voyant cette expérience-là, on ne se dit pas qu'il faudrait au fond tester de manière beaucoup plus massive, sinon on passe à côté de tous ceux qui, comme sur le Charles de Gaulle, au fond étaient contagieux, ont sans doute contaminé d'autres, alors qu'ils ne le soupçonnaient pas eux-mêmes? Alors c'est évidemment une très bonne question. On a deux modèles. On a le modèle du Charles de Gaulle, comme le modèle des paquebots d'ailleurs en général, mais du Charles de Gaulle en particulier, et on a le modèle de ce qui s'est passé dans l'Oise, dans le lycée de Crécy-en-Valois, où il y a une étude extensive faite avec l'utilisation des deux types de tests, à la fois le test diagnostique par RT-PCR et le test sérologique qui permet de voir si on a été en contact avec le virus, et qui ne veut pas dire qu'on est infecté, mais qu'on a été à un moment donné en contact avec le virus. Alors ces approches permettent d'avoir une meilleure approximation des formes asymptomatiques. Alors, est-ce que le Charles de Gaulle est le bon modèle absolu? Non, il n'y a pas de bon modèle absolu. Parce que le Charles de Gaulle est quand même d'abord un lieu de confinement, ce qui n'est pas la vie en vrai. C'est un lieu de confinement avec un lieu très particulier. Les coursives de ces bâtiments de guerre sont des coursives très étroites, où on se croise à peine, où il y a beaucoup d'interactions entre les individus, à la limite plus que dans d'autres visions de la vie de la vie normale. Donc il y a à la fois, c'est très informatif, et c'est vrai que ça doit nous faire réfléchir, et puis inversement, c'est quand même des conditions très particulières. Ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a probablement un nombre de formes asymptomatiques, donc où on ne les connaît pas, où il n'y a pas de symptômes, qui est probablement non négligeable, et qui survient en particulier chez les populations les plus jeunes. Ça, c'est d'un côté. Puis de l'autre côté, on a des études que nous avons réalisées, à la fois dans l'Est de la France, mais aussi dans la région de l'Oise, qui ont pour objectif non pas une vision individuelle de telle ou telle personne, mais un objectif de mesurer ce qu'on appelle, vous savez, l'immunité en population. C'est-à-dire de poser la question simple, une région qui a été touchée fortement par le Covid, qu'est-ce qui se passe? Quel est le pourcentage de personnes qui sont touchées? Alors pour faire cela, on peut mesurer en effet les anticorps qui sont un marqueur, non pas du diagnostic de Covid, mais du diagnostic d'avoir été en contact avec le Covid.
Et les données que nous avons, à la fois en France, mais il y avait des données préliminaires en Chine, il y a des données préliminaires également en Italie, montrent qu'après une première vague, l'immunité en population, elle est relativement faible. Elle est de l'ordre d'environ 10%. Donc 10% de la population, après une vague de ce type, a été en contact et a fait un Covid, soit symptomatique, soit asymptomatique. Donc vous voyez, on a des données avec un modèle, comme vous l'indiquiez très bien, au niveau du Charles de Gaulle, mais dans des conditions particulières, et des enquêtes populationnelles qui nous montrent que malheureusement l'immunité populationnelle, elle est plus faible qu'on ne l'avait imaginé. Au-delà de l'immunité collective que vous venez d'aborder, il y a bien sûr cette question d'immunité individuelle. Au Sénat, vous avez émis vos doutes sur la qualité de la réponse immunitaire des patients guéris. C'était jeudi dernier, on vous écoute. Nous ne savons pas si réellement le fait d'avoir des anticorps est un élément absolu de protection. Vous voyez, les Allemands veulent développer un passeport séroplus, en disant, je sais pas, la population, les gens qui sont séroplus, ils sont tranquilles. Eh bien, on est nous-mêmes avec un point d'interrogation là-dessus et on ne va pas le résoudre tout de suite. Alors, dans les heures qui ont suivi, le directeur général de la Santé a précisé que, de son côté, que l'immunité semblait protectrice et pérenne. Et on a eu cette étude chinoise réalisée sur 175 patients guéris qui montrait que la grande majorité de ces patients avaient développé des anticorps neutralisants. Avez-vous été trop pessimiste ? Non, je ne suis pas pessimiste. Mon rôle est, en tant que médecin et scientifique, d'indiquer ce qu'on sait et là où on a des doutes. Si je n'étais pas comme ça, vous ne me croiriez pas. Je répète que lorsqu'on a des anticorps après avoir fait un Covid, probablement, beaucoup de personnes sont protégées. C'est une protection qui n'est peut-être pas durable d'ailleurs. Ces anticorps, pour d'autres coronavirus, durent quelques mois et puis ils disparaissent. Bon. Mais on a également, avec à côté de ces anticorps qui sont produits, donc des anticorps que j'appellerais neutralisants, donc protecteurs, il existe également d'autres types d'anticorps, des anticorps dits facilitants, qui peuvent éventuellement jouer un rôle, cette fois-ci, pour éventuellement avoir ne pas protéger contre une nouvelle infection. Alors on a par ailleurs, vous citiez cette étude chinoise, il y a une autre étude qui montre qu'il y a un certain nombre de patients ayant fait un Covid qui ont refait un Covid. Alors on ne sait pas si c'est une réactivation du virus qui était resté sous forme d'un réservoir ou s'il s'agit d'une nouvelle contamination. Donc ce que j'ai voulu indiquer et que je réindique aujourd'hui, c'est que probablement la majorité des personnes qui ont fait un Covid et qui ont des anticorps sont protégées. Restons simples. Mais que ce n'est probablement pas absolu et que donc séparer les personnes en séroplus et en séromoins est quelque chose qu'il faut nuancer. Sur la question du coup de la protection et des anticorps, on parle beaucoup des tests, mais les tests se basent forcément sur la capacité de notre corps à garder mémoire d'avoir été confronté au virus ou d'avoir dû lutter contre le virus. Est-ce que ce petit doute dont on sent qu'il n'est pas immense, mais qui malgré tout, vous le dites, demeure, ne remet pas aussi en cause la fiabilité des tests qui sont les tests biologiques, sérologiques. Alors, j'en profite pour bien répéter devant tout le monde les deux types de tests. Premièrement, les RT-PCR qui permettent de détecter le virus sous une forme d'ARN viral et qui permettent de faire le diagnostic. Ce sont ces tests qui vont être fondamentaux pour la sortie du confinement. En France, nous étions capables de faire environ 3000 RT-PCR début mars. On est actuellement à peu près entre 35 000 et 40 000 tests par jour. Et on devrait pouvoir se situer entre 100 150 000 à la mi-mai. Et il faudra, s'il faut en faire plus, il faudra en faire plus. Et c'est ces tests-là qui vont permettre au moindre doute, je dis bien au moindre doute, de pouvoir pratiquer ces tests et dire si quelqu'un est infecté ou s'il n'est pas infecté par le Covid-2019. De l'autre côté, comme vous le signalez, il y a bien ces tests sérologiques qui sont un marqueur de l'immunité et du fait qu'on a été en contact avec ce virus. Ces tests n'existaient pas début mars.
Il y en avait 0 en France, hein, et ailleurs d'ailleurs. Hein, les premiers tests ont été vraiment... Tout le monde s'est mis sur la recherche autour de ces tests à partir de début mars. On est actuellement avec des tests qui sont réalisés à Pasteur et chez Xavier de Lamballerie à Marseille, avec à peu près autour de 3000, 4000 tests sérodiagnostiques qui sont des tests de neutralisation, mais qui ne seront pas généralisables. Et puis enfin, il y a une myriade de productions de tests qui sont produits par une série de différentes compagnies, qui voilà évidemment un intérêt, mais un intérêt aussi pour elles-mêmes, disons-le, et donc qui proposent ce type de test avec la recherche d'anticorps. On est en train, là, le ménage est en train d'être fait, si je peux m'exprimer ainsi, pour savoir quels sont les bons tests, ceux qui sont fiables, ceux qui sont spécifiques et sensibles, spécificité, sensibilité, et ceux qui, au contraire, ne répondent pas à ces critères. Bon, c'est en train d'être fait, et forcément, il va y avoir un certain nombre de tests commerciaux qui vont être utilisables, je dirais, dans les 15 jours. Alors, avec ce type de tests, ce sont des chaînes qu'on appelle des chaînes ELISA, où là, on peut faire énormément de tests. C'est-à-dire qu'on peut en faire 100 000, 200 000, 300 000, s'il faut le faire, par jour, j'entends bien. Et qui pose d'ailleurs plus un problème, non pas de faire les tests, mais ensuite à qui on va les donner, comment on va les donner. Vous voyez, tout un circuit logistique pour le rendu des résultats. Alors, eh bien, ces tests, à quoi ils vont servir? C'est là où est la question. Ils vont servir à dépister les personnes séropositives des personnes séronégatives, avec toutes les nuances que j'apportais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui voudront savoir s'ils sont séropositifs. Donc, il faut les laisser ouverts, ces tests. Mais somme toute, ce ne sont pas eux qui permettront finalement de faire le diagnostic. Donc, si je me résume, ce qui va être essentiel lors du déconfinement, c'est les tests RT-PCR. Les tests sérologiques vont être probablement nécessaires parce qu'il y aura une demande. Ils vont être importants pour suivre l'immunité populationnelle, mais là, ça ne sera pas une vision individuelle, mais une vision de population. Et donc, ils ne résoudront pas finalement le problème du diagnostic. Ces tests sérologiques ont pourtant été présentés comme le Graal, et on avait l'impression que c'était vraiment une des clés de la levée du confinement. Écoutez, moi, je vais être très, très, très simple et très humble. Hein. J'ai moi-même évolué dans ma pensée. Et le Conseil scientifique a lui-même, dans son ensemble, évolué dans sa pensée. Initialement, en effet, nous pensions qu'il serait, je dirais, relativement aisé de distinguer les personnes séropositives des personnes séronégatives. Hein, si je m'exprime ainsi, pour le Covid, bien sûr. Et puis, vous voyez que quand on a une immunité en population qui est de l'ordre de 8-10%, eh bien, ça limite évidemment l'intérêt, puisque c'est seulement 8 à 10% des personnes qui auront été en contact avec le Covid. Par contre, ça ne limite pas l'intérêt pour surveiller ce que devient cette immunité populationnelle. Mais en termes de lutte contre la multiplication du virus, je suis extrêmement clair aujourd'hui, ce qui va être fondamental, c'est l'utilisation très large, très très large, des tests diagnostiques avec la RT-PCR. L'autre solution, c'est bien sûr de casser les chaînes de transmission avec l'isolement des malades. On a parlé des hôtels. Pourquoi avoir tant tardé à évoquer cette solution que des experts appellent de leur vœu depuis des semaines déjà, des solutions qu'on a vues mises en place chez des voisins européens comme en Espagne? Écoutez, là, au moment de la période du confinement, cette solution n'était pas la plus vitale, je dirais, puisque le confinement réduisait, entre guillemets, de façon importante, la circulation du virus. Je répète, hein, l'objectif du confinement était de faire baisser de façon importante la vitesse de circulation du virus. Donc, et de la mettre à un niveau qui permette que le nombre de nouveaux cas détectables par jour soit à un niveau opérationnel. Hein. Et c'est à peu près ce qui est envisagé, ou quand je vous ai parlé tout à l'heure, on envisage qu'à partir de la mi-mai, si rien ne bouge, là, si on reste bien stable et si on poursuit le confinement jusqu'à cette période, eh bien, on soit de l'ordre de quelques milliers de cas par jour, de nouveaux cas par jour en France, avec une fois de plus une disparité entre les régions. Bon. Eh bien, c'est là où ça va être important. On laisse repartir une certaine forme
d'activité après le déconfinement, il faut repérer ces cas et à ce moment-là, les isoler. Les isoler concrètement, c'est-à-dire que, je voudrais juste qu'on comprenne, il va y avoir ces tests effectivement massifs pour tous ceux qui auront le début d'un soupçon. S'ils s'avèrent positifs, qu'est-ce qui se passe? Ils n'iront pas forcément à l'hôpital parce qu'ils ne seront pas forcément si malades que ça. Est-ce qu'ils rentrent chez eux? Est-ce qu'automatiquement on les isole du reste de leur foyer? Concrètement, vous faites le test, vous êtes positif à partir de la mi-mai, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas encore totalement la réponse. Il faut bien sûr qu'il y ait un repérage de ces personnes qui sont positives. Et c'est là où j'évoquais l'idée d'une plateforme de brigade au niveau de chaque probablement département, comportant des gens qui ont été formés, s'appuyant sur les collectivités locales, s'appuyant sur le milieu associatif, pour aller repérer et discuter avec les patients et faire le point avec eux. C'est là aussi où il y a le rôle des médecins généralistes ou des agents de santé au sens très large du terme. Et après, il y a finalement deux solutions. Soit une solution qui est de dire toute personne infectée doit être isolée, et ce n'est plus une recommandation, c'est une obligation. Première solution, et elle est mise en hôtel. On est là dans une vision extrêmement sanitaire. C'est protéger la personne pour protéger les autres et évidemment avoir en même temps toute une stratégie de repérage des contacts où le numérique et des applications numériques volontaires pourraient permettre de mieux repérer les contacts. Il y a une deuxième solution qui est de faire le point avec la personne qui a été infectée, de voir comment elle se situe, de voir comment elle vit, de voir si elle vit seule, si elle vit avec une famille, est-ce qu'il y a des enfants, et de faire donc de laisser jouer un rôle, je dirais, dans le dialogue avec le médecin traitant, par exemple, qui permettent de repérer, entre guillemets, s'il y a une décision d'isolement total ou de ne pas isolement total. C'est-à-dire de faire confiance. Faire confiance de responsabilité individuelle. Je veux dire, c'est un sujet difficile qui n'est pas, à mes yeux, totalement encore tranché. Il y a une autre question qui agite la communauté scientifique depuis plus de 4 mois et même plus particulièrement depuis plusieurs jours maintenant, c'est l'origine du virus. Estimez-vous qu'il est possible que ce virus ait été créé en laboratoire? S'agit-il, comme l'assure par exemple le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, de chercheurs qui voulaient faire un vaccin contre le VIH et utiliser un coronavirus atténué comme vecteur? Écoutez, il y a à Wuhan ce qu'on appelle un laboratoire P4 qui existe depuis maintenant 3-4 ans et qui a été construit pour s'occuper des virus émergents et des virus particulièrement, je dirais, ayant une pathogénicité importante, où on isole donc ces virus particulièrement toxiques. Nous en avons un en France qui est à Lyon et chaque grand pays a un laboratoire P4 de ce type. Je dirais la question posée, est-ce qu'il y a eu construction d'un virus avec en particulier s'appuyant sur le virus VIH, je ne peux pas l'exclure, je n'étais pas dans ce laboratoire, je ne peux pas l'exclure. Néanmoins, cette question, elle est là depuis plusieurs mois, comme vous l'avez très bien indiqué. Il y a un papier très construit par des collègues américains dans Nature dans la première quinzaine de mars, qui a séquencé complètement. C'est-à-dire qu'on peut être capable de repérer millimètre par millimètre, et ce n'est pas des millimètres, c'est évidemment beaucoup plus fin que ça, mais c'est une image du séquençage du génome du virus chinois et des virus qui sont issus de ce virus chinois en Europe, et qui a regardé, avec les séquences que nous connaissons parfaitement bien du virus VIH, et qui a regardé éventuellement des zones d'analogie ou de partage. Et ils n'ont rien trouvé. Voilà. Alors après, je ne peux pas définitivement conclure, ça va faire l'objet sûrement encore d'une série d'études, de controverses. Je me demande quand même si on n'est pas là dans une vision un peu complotiste qui ne relève pas tout à fait de la science véritable.
Et s'il ne s'agit pas forcément d'une création de l'homme, puisque là on comprend bien que vous avez quand même des doutes sur ce scénario-là, est-ce que l'autre scénario, qui serait simplement celui d'une fuite de ce virus qui était étudié et qui se serait enfui accidentellement du laboratoire, est-ce que ça, pour le coup, c'est un scénario qui vous paraît plausible ? Écoutez, on va reprendre la question d'une autre façon. Le Covid-19, tout le monde est d'accord au niveau scientifique pour dire que c'est un coronavirus. Est-ce qu'il y a eu déjà des épisodes avec des coronavirus que les coronavirus en général sont des virus qui sont assez ubiquitaires et que vous avez été infecté par du coronavirus, j'ai probablement été infecté par du coronavirus. Et puis, il y a de temps en temps un coronavirus qui est différent des autres. Et ça a été le cas en particulier sur les deux premiers, au niveau du SARS et du MERS, qui étaient des coronavirus, mais qui étaient différents des autres, qui avaient une pathogénicité qui est apparue. Et vous savez que c'est le monde des virus, il est comme ça. C'est-à-dire le monde des virus, c'est pas un monde calme, c'est un monde qui évolue et qui, à un moment donné, échappe au phénomène de régulation qu'il peut avoir. Et donc, qui surtout existe, et qui surtout existe chez l'animal et qui peut passer chez l'autre. Donc je serais plutôt, moi, avec l'idée que c'est un troisième coronavirus qui s'est modifié, qui avait un réservoir animal. Je rappelle ce qui a été quand même assez bien montré avec la chauve-souris et le coguelin, et puis qui est passé chez l'homme pour des raisons qu'on ne connaît pas bien. On a bien compris l'humilité et le fait que vous avancez en tâtonnant avec chaque fois une méthode la plus scientifique possible jusqu'à présent. Et ce sera notre dernière question. Emmanuel Macron comme Édouard Philippe ont toujours dit « Nous prendrons nos décisions en nous appuyant exclusivement sur l'avis du Conseil scientifique ». On sait d'ailleurs qu'Édouard Philippe s'adressera aux Français cet après-midi à 17h30. Est-ce que vous redoutez le moment où il y aura forcément des arbitrages qui vont devoir être rendus ? À un moment, le politique doit décider et il devra mettre dans la balance non seulement vos avis scientifiques, mais également des considérations plus économiques. Où mettre le curseur et jusqu'à quand ? Écoutez, vous l'avez très bien rappelé, hein, nous sommes un conseil scientifique qui est là pour éclairer, pour poser les questions scientifiques, éclairer le politique, et les décisions sont celles des politiques. Après, moi, je suis un citoyen, je suis bien sûr médecin, je suis là pour donner éventuellement des signaux d'alerte d'un point de vue sanitaire, mais je suis là aussi pour considérer qu'il faut avoir une vision globale, hein, et que si vous n'êtes pas d'accord, des décisions politiques. Si vous n'êtes pas d'accord en tant que scientifique, si nous ne sommes pas d'accord, nous le dirons. Nous le dirons. Les choses sont très claires. Rôle. Merci beaucoup. Merci Jean-François Delfraissy d'avoir été avec nous pour ce grand entretien exceptionnel. Merci à vous, Margot Fauville. Je rappelle bien sûr que vous êtes le président du Conseil scientifique et on gardera ce mot de confiance que vous avez répété plusieurs fois pendant cet entretien. Merci infiniment à vous. Dans un instant, justement, on reviendra à la politique. Notre invité, c'est Jean-Luc Mélenchon et ce sera BFM Politique avec à mes côtés David Doucan et Edwige Chevrillon. À tout de suite.